Bonjour, bienvenue. N'ayant pas pu le faire la première semaine, pour des raisons de santé, c'est un plaisir pour moi d'assister, d'être présent à cette leçon de M. Ido Izraelovic de l'Université de Tel Aviv en tant que professeur invité au Collège de France. Je ne vais pas répéter la présentation exhaustive de son parcours et de ses recherches que M. Scheid a eu l'amabilité de faire lors de la première séance. Je veux seulement souligner une caractéristique de la recherche, de la démarche de M. Izraelovic. Il est un expert d'une technique de l'Antiquité, la médecine, qu'il a étudié dans 2 livres importants. Et il n'a pas seulement voulu comprendre cette technique dans toutes ses facettes. C'est pas seulement une technique rationnelle, mais qui implique aussi, qui mobilise aussi d'autres savoirs, y inclut la religion. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a voulu transposer cette connaissance, cette expertise, son expertise, dans le champ de l'administration de la justice. Et donc, il est en train d'étudier la figure des experts dans la procédure judiciaire. Il va aujourd'hui nous parler de la sage-femme, et donc c'est une expertise qui concerne la naissance et un pan très important du droit de famille. Mais ce que je trouve intéressant, c'est la résonance avec une problématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'administration de la justice dépend de plus en plus des experts et de la technique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la justice soit un peu floue, qu'elle n'arrive pas à cerner les faits, et donc qu'elle s'avère n'être pas véritablement une justice. Et donc on a la tentation d'attribuer la tâche de la décision à des techniciens, à des experts qui ne sont pas des juristes, qui ne sont pas des juges, mais qui possèdent un savoir qu'on considère plus précis par rapport au savoir juridique. Et ce qui entraîne une tension entre le jugement et les prétentions rationnelles d'autres techniques. Et c'est sur cet enjeu, je pense, que, au fond, porte la réflexion de M. Izraelovic. Et c'est pour cette raison que je trouve que sa démarche et sa contribution à notre réflexion collective au Collège de France soit très importante. Donc je lui laisse la parole tout en le remerciant d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Le cours d'aujourd'hui examine l'entendu et les fonctions médico-légales attribuées aux sages-femmes en droit romain classique. Il s'interroge sur la source de leur autorité et sur la pertinence de leur sexe pour assumer des fonctions médico-légales. Il examine en outre comment leur implication croissante dans les processus judiciaires
influencent le développement de la jurisprudence en général et du droit romain procédural et de la preuve en particulier. Enfin, il explore les implications des fonctions médico-légales sur la formation d'habitus de sage-femme et de la différenciation entre la médecine et la jurisprudence. Comme leurs collègues masculins, les femmes médecins commencèrent à assumer des responsabilités médico-légales au cours de la seconde moitié du XIIe siècle de notre ère. De même, la reconnaissance officielle sur leur capacité à résoudre des disputes factuelles suggère que les sages-femmes étaient omniprésents et de grande réputation. Comme dans le cas de médecins masculins, les sages-femmes étaient tenues d'assister les juges dans des affaires qui relèvent du cœur du système judiciaire romain et sur la base de lois existantes. Leur expertise était notamment requise pour décider si une femme récemment divorcée était enceinte et, dans l'affirmative, si elle portait la progéniture de son divorcé. Cette question concernait directement les droits successoraux et le statut civique du nouveau-né, ainsi que les obligations du divorcé envers l'enfant. Quelques jugements mettent en évidence ces changements importants dans les procédures judiciaires qui comprennent des guides pour les juges qui devaient résoudre des litiges factuels. En outre, ces procédures apud iudicem durent avoir un effet profond sur l'exécution des deux autres articles de loi. Le premier était un édit qui réglementait les circonstances dans lesquelles un père sera obligé de reconnaître et d'élever ses enfants. On peut discuter aussi les édits carboniens qui réglementaient les droits d'un héritier naturel posthume dont la revendication fut contestée. Tout aussi pertinent est un rescrit impérial de Marcus Aurelius et Lucius Verus sur la question de savoir si une divorcée est enceinte. Ce rescrit fut le premier à inclure un examen obligatoire par le sage-femme comme partie intégrante des procédures apud iudice. En fait, un précédent édit du préteur sur la question similaire d'une veuve qui prétendait porter l'enfant de son mari récemment décédé et malgré les réfutations de sa famille, ne s'appuyait pas sur les sages-femmes. Les préteurs cependant reconnurent leur présence probable dans le centre d'accouchement. Le rescrit de Marcus et Lucius Verus est également en accord avec un jugement antérieur d'Adrien sur la période maximale d'enfantement mentionnée la semaine dernière dans son recours à la connaissance médicale. Les sages-femmes ont commencé à assumer des fonctions médico-légales à la même époque que la médecine publique, dans ce qui pourrait être anachroniquement décrit comme une nouvelle approche du droit de preuve où certaines questions factuelles étaient résolues par des professionnels désignés plutôt que par des juristes. L'implication de sage-femme signifie un changement dans l'arrangement social qui régissait le tribunal. Auparavant, les juristes eux-mêmes considéraient toutes les décisions comme évidentes et universellement favorables. Ces changements font une résonance avec une tendance plus générale des empereurs romains à s'appuyer davantage sur des conseillers professionnels. Cette évolution de la dignitas et doctoritas vers le professionnalisme ne s'est pas limitée au concilium de l'empereur,
En fait, il laissa également son empreinte sur la nature de la patria potestas, de l'autorité de la père. Des preuves circonstancielles suggèrent que la décision de ne pas élever un nouveau-né en raison des défauts physiologiques était désormais habituellement prise par le pater familias sur la base d'un rapport clinique d'une sage-femme. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une violation directe du vitae nequisque potestas, le pouvoir de la vie et de la mort, qui est souvent associé au pater familias, le fait de s'appuyer sur un rapport médical pour décider d'élever ou non un enfant est révélateur d'une transformation profonde du droit de la famille romaine primitive, où l'autorité du pater familias suffisait. Comme la reproduction sociale de l'autorité reflète des croyances et des valeurs fondamentales, profondes et inconscientes, l'inclination du chef de famille à consulter un professionnel qui était aussi une femme avant de prendre une décision de non tolérer est une preuve solide de l'autorité de sage-femme. L'habitude de consulter une sage-femme pour sa expertise fait écho à des vérités évidentes qui guidèrent la famille à compter sur la personne plus adéquate pour cette décision. Le passage de l'autorité du pater familias à celle d'une femme médecin reflète la transposition de structures objectives telles que la science et le droit en croyance subjective dans les prouesses de sage-femme. Il a également encouragé ces changements sociaux à se formaliser en droit parce que la législation romaine a tendance à réagir plutôt qu'à façonner activement la réalité. Ce qui suit attache à retracer les effets de sage-femme sur la pratique juridique. Comme la relation entre les experts médico-légaux, les institutions juridiques et la société en général était beaucoup plus complexe à réduire d'une chaîne linéaire de causes et d'effets, cette étude abordera la nature des devoirs médico-légaux de sage-femme du point de vue du tribunal, de la sage-femme et de la famille. L'implication de sage-femme dans les litiges juridiques complétant un rescrit d'Antoninus Pius sur la question des enfants qui doivent être reconnus et élevés par les parents, des tuteurs ou des affranchis. Ce rescrit renforçant un senatus consultum existant sur la même question en offrant au juge des directives procédurales. Le senatus consultum concernait à la fois les enfants qui devaient être reconnus et ceux qui étaient placés par erreur sous l'autorité du faux père. Avec d'autres points de droit qui seront discutés ici, ce senatus consultum et ce rescrit révèle un glissant législatif des relations naturelles vers les relations formelles. Ce mouvement coïncida avec l'émergence de la science médico-légale comme moyen de prouver la lignée naturelle. Ce senatus consultum ordonnait à une femme qui était récemment divorcée de son mari et pensait être actuellement enceinte d'en informer son mari dans un délai de 30 jours. Le droit romain fit du moment de la conception plutôt que de la naissance le point de référence aux fins du statut civique et des droits de succession dans le cas d'une mère qui n'était pas esclave au moment du début de la grossesse. Une fois informée,
Le mari pouvait contester sa demande soit en envoyer des surveillants, soit en dénoncer que l'enfant était le sien. Si le mari ne contestait pas la réclamation de sa femme, il était obligé de reconnaître l'enfant. Si le mari rejetait l'annonce de sa femme, il n'aurait pas été contraint de reconnaître le nouveau-né, sauf si l'enfant était le sien. De même, le fait que la femme n'informe pas son divorcé ne ferait qu'enlever à ce dernier l'obligation de reconnaître et d'élever un enfant dont il n'est pas le père. La position des juristes romains Julien, selon laquelle un mari doit élever l'enfant et le reconnaître comme son sous heres, et à moins qu'il ne s'agisse d'enfants de notre personne, n'indique que tel litige fut soulevé et que le tribunal avait les moyens, ou plutôt l'autorité, de statuer sur eux. Comme nous le verrons bientôt, cela était également vrai dans le cas des enfants exposés. À l'époque de Marcus Aurelius et Lucius Verus, la participation de sages-femmes aux aspects médico-légaux de ces litiges est devenue obligatoire. Un rescrit du frère déifié, un prêteur urbain, un certain Valerius Priscianus, sur l'affaire d'un mari récemment divorcé qui prétendait que sa femme portait son enfant alors qu'elle le niait, donna instruction au prêteur de faire escorter Domitia, la divorcée, jusqu'à la maison d'un matron dont la réputation est respectable, où elle sera inspectée par 3 sages-femmes nommées par le tribunal. Ce rescrit fait allusion à 2 développements importants. L'implication de sages-femmes et l'insistance sur le fait qu'elles doivent être à la fois agréables, compétentes et dignes de confiance, ainsi que nommées par le tribunal, relève un mécanisme de contrôle établi et fiable qui reconnaît les vrais professionnels, même sans l'imposition d'un régulateur officiel de la pratique des soins de santé. Bien que Marcus Aurelius et Lucius Verus aient noté que la situation de Rutilius Severus, le mari, présenta au tribunal de nouvelles interrogations, novum rem, la nouveauté ne pouvait pas se trouver dans les détails des affaires en tant qu'elles. Domitia et Rutilius n'auraient pas pu être le premier couple à divorcer ab urbe condita. La nouveauté doit plutôt avoir été un environnement social qui conduit à une nouvelle approche de la résolution juridique de ces litiges, avec de nouvelles sources d'autorité judiciaire et de nouvelles personnalités pour l'incarner. L'implication de sages-femmes, aux côtés des autres experts médico-légaux, eut un large spectre de ramifications, tant au niveau local que sur la formation de ce qui sera plus tard qualifié de droit de la preuve et de droit de la procédure. En créant une distinction entre les personnes qualifiées pour juger en créant une distinction entre les personnes qualifiées pour juger et celles qualifiées pour résoudre des litiges factuels, l'introduction d'une enquête médico-légale obligatoire posa les bases pour le droit de procédure, dans le droit de la preuve, ainsi que d'une affirmation de l'habitus tant des juristes que des médecins.
Le rescrit de Marcus Aurelius et Lucius Verus rendit les sages-femmes obligatoires, ou du moins en défaut naturel, en cas de paternité contestée et pour la mise en œuvre l'édit carbonien. L'édit carbonien offrait une protection aux enfants à naître qui étaient héritiers naturels et dont les cas n'étaient pas clairs ou étaient contestés sur la base des relations réelles entre les défauts et les enfants. L'édit accordait la bonor possessio, la possession du bien, jusqu'à ce que l'enfant atteigne la puberté. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'une décision finale aurait été prise. Comme dans l'autre cas de contestation de la maternité ou de la paternité, les contestations qui donnent lieu à une action fondée sur l'édit carbonien nécessitaient habituellement une authentification de l'identité des enfants. En outre, le Codex Theodosianus explique que, et je cite, « le bénéfice du dictat carbonien est accordé à la demande d'une persona legitima lorsque le mariage est incontestable, que la naissance d'enfants est gardée et que le droit légal à la succession est prouvé. » La garde de la parturiente vise à empêcher la substitution du nouveau-né en un autre. Des preuves circonstancielles suggèrent qu'un tel crime n'aurait pas pu être commis sans la participation active de la sage-femme, si elle était présente, et c'est pourquoi la loi l'a identifiée comme responsable en cas de substitution. Le motif d'une action visant à établir si un divorcé ou une veuve est enceinte convergeait souvent avec ceux de l'édit carbonien, comme le montre une interprétation de l'édit de l'empereur Valentin, et je cite aussi, « Si un homme, à sa mort, laisse sa femme légitimement mariée enceinte, la loi ordonne que la femme soit gardée par les proches parents jusqu'à son arrivée au moment de la naissance. Si elle porte l'enfant dans du délai légal, l'enfant qui naîtra succédera à sa part de l'héritage. » Cette interprétation repose sur la décision d'Adrien concernant la durée maximale d'une grossesse et du rôle médico-légal que Marcus Aurelius et Lucius Verus ont attribué aux sages-femmes, auxquelles il serait demandé d'approuver la paternité du nouveau-né si celui était contesté. Plus généralement, le recours croissant à la médecine et à ses agents est révélateur de nouvelles dispositions sociales qui ont donné lieu à un habitus plus instinctif du médecin et du juriste. Les sages-femmes que Valerius Priscianus, le préteur, devait nommer, devaient être des praticiens respectés dont la formation et la pratique les transformaient en gynécologues plutôt qu'en simples assistants lors de l'accouchement. Leur pratique s'appuyait sur les connaissances, la recherche et la littérature médicale auxquelles elles contribuaient souvent elles-mêmes. Leur valeur était assimilée à celle d'un médecin masculin. Leur réputation fut souvent gravée sur la pierre. En fait, les témoignages épigraphiques n'indiquent guère de différence entre une sage-femme et une femme médecin. Certains dédicaces, comme celle de Phanostrate, les désignent comme sage-femme et médecin, Maya kai iatros. En outre,
Helen King démontre que la femme se tournait habituellement vers les sages-femmes pour diverses questions gynécologiques et pas exclusivement pour celles qui concernaient l'accouchement. En fait, les femmes praticiennes furent consultées pour tous les troubles de l'utérus, de la fonction mensuelle et du sang. En fait, en prature urbain sous Marcus Aurelius et Lucius Verus, pouvaient nommer des sages-femmes du type de celles que Galien, le plus grand autorité médicale de son temps, et médecin personnel de Marcus Aurelius et de la famille impériale, commémorait souvent dans ses propres écrits. Les auteurs médicaux s'intéressent depuis longtemps à la gynécologie. Depuis les Hippocratiques aux œuvres des médecins d'Afrique du Nord de l'Antiquité tardive, la gynécologie fut toujours au cœur de l'intérêt médical. De plus, la plupart d'auteurs médicaux de Haut Empire perçurent la sage-femme comme la quintessence. Pline l'Ancien nota comment certaines sages-femmes avaient écrit des ouvrages médicaux importants. Galien dédia son ouvrage sur l'anatomie de l'utérus à une sage-femme et mentionna souvent des sages-femmes particulières dans ses écrits. Le médecin méthodiste Zoranus d'Éphèse, un contemporain de Trajan et d'Adrien, composa un ouvrage populaire sur la gynécologie et la profession de sage-femme. Dans cet ouvrage, Zoranus discute des devoirs de sage-femme ainsi que leur formation et du caractère souhaité. Selon Zoranus, les personnes aptes à devenir sage-femme doivent avoir une bonne mémoire, aimer le travail, être respectable et robuste. Elle doit avoir de longs doigts fins et des ongles courts. Ces qualités devaient également plaire à un prêteur urbain qui avait besoin d'un expert en médecine légale. Zoranus souligna que le sage-femme devait être alphabétisé afin de pouvoir comprendre l'art par la théorie et avoir l'esprit vif, de pouvoir suivre facilement ce qui se disait et ce qui se passait. En retour, leur alphabétisation leur aurait permis de rédiger un rapport et de les soumettre au tribunal. Elles devaient avoir une bonne mémoire afin de pouvoir conserver les instructions données. Elles devaient être respectables car on devait leur confier leur ménage et les secrets de leur vie. Bien sûr, elles devaient être bien disciplinées, toujours sobres et avoir un tempérament tranquille. Une sage-femme ne doit pas être avide d'argent, de peur qu'elle ne pratique un avortement malhonnêtement contre rémunération. Elle devait également être exempte de toute superstition, adesi daimona chari, afin de ne pas négliger les mesures salutaires en raison d'un rêve ou d'un présage ou d'un pneu habituel ou d'une vulgaire superstition. Cet ensemble de compétences, a expliqué Zoranus, pouvait être acquis par un effort zélé et une pratique dans son travail. Le rescrit de Marcus Aurelius et Lucius Verus sur la question d'établir si on divorçait enceinte encouragea le pouvoir judiciaire romain à s'appuyer sur les rapports médico-légaux des sages-femmes dans des circonstances similaires. Le digeste cite la réponse de Servidius Scaevola, un juris peritus travaillant sur Marcus Aurelius, sur la question du statut juridique d'un enfant exposé. Ce n'est pas la première fois que cette question est posée.
En effet, les empereurs romains d'Auguste à Antoninus Pius donnèrent leur avis sur la statut juridique des enfants trouvés. Scaevola faisait partie du concilium de Marcus Aurelius. Il est mentionné dans la biographie de Marcus comme un juriste éminent sur lequel l'empereur est appuyé pour ses réformes judiciaires. À bien des égards, le rescrit de Marcus et Lucius posa les bases de ces réponses qui fut donnée peu après lorsque Marcus était seul empereur. La réponse de Scaevola discute un cas où le père est mort en laissant un testament qui n'est déshérité par son fils naturel. En outre, ni le père ni la mère ne savaient que l'enfant avait survécu. La question d'identité de l'enfant ou d'une possibilité d'implication d'une sage-femme dans sa confirmation n'est pas mentionnée. La réponse n'aborde que l'autorité du père, ça veut dire sa patria potestas, sur l'enfant trouvé et les droits de l'enfant trouvé en tant qu'héritier naturel du père. La raison d'être de ces réponses nécessite une explication. Aucune nouvelle loi n'exigeait un réexamen de l'étendue de la patria potestas ou des droits de succession dans ce service. De même, l'exposition des enfants, soit pour des raisons médicales, soit pour des raisons financières, était largement pratiquée dans l'Antiquité et rien n'indique qu'elle était augmentée à ce moment-là. L'exposition des enfants s'explique en partie par la pratique courante et rentable d'élevage des enfants en tant qu'esclaves. Par exposition des enfants, en latin expositio, les Romains étendaient le fait d'exposer ou même de détruire un nouveau-né. Selon Sénèque, il était ordinaire de noyer les nouveau-nés qui naissaient handicapés ou défigurés. D'un point de vue juridique, l'exposition des enfants était perçue comme une expression par excellence de la patria potestas. Elle se distingue d'avortement ou de mort d'un enfant qui fut déjà enrôlé sous la potestas du pater familias. Le droit romain primitif permettait aux parents d'exposer leur nouveau-né à condition de les montrer d'abord à leurs 5 voisins les plus proches pour approbation. Les raisons qui motivent l'exposition des enfants sont notamment une anomalie physique, sa légitimité, la pauvreté et enfin des raisons religieuses, sinistres et spirituelles. La plupart des cas doivent être le résultat d'efforts conscients visant à limiter la taille des familles et à fournir des esclaves pour la main-d'œuvre. Plutarque est allé jusqu'à dire que les pauvres n'élèvent pas leurs enfants. De même, la critique morale de l'exposition des enfants en soins était marginale avant le règne de Constantin et l'influence de l'éthique chrétienne. L'émergence des empereurs chrétiens progressivement entraîna la réduction et l'élimination totale du droit d'exposer un enfant et même la potestas vitae nequisque, le pouvoir de la vie et de la mort, de pater familias. En outre, la réponse de Scaevola ne fut pas formulée dans le cadre d'une révision de la patria potestas per se. Olga Telegen-Kuipers démontra que, et je cite,
while Digest 4429 does not prove the continued potestas of a father over his foundling son, it does point to the increasing importance of blood relationship in the law of succession in the 2nd century AD. Avec le rescrit de Marcus Aurelius et Lucius Verus sur la question de savoir si on divorçait ensemble, l'inclusion de l'édit prétorien concernant la paternité contestée dans la même procédure médico-légale et la référence d'Adrien à des autorités médicales pour déterminer la durée maximale de la grossesse, la réponse de Scaevola est révélatrice d'une tendance croissante du tribunal à présider des litiges qui étaient auparavant traités au sein de la famille. En outre, ces décisions impériales marquèrent une réglementation plus claire des procédures apud iudicem. Elles accentuaient également la différenciation des autorités juridiques, scientifiques et familiales. Le modus operandi du tribunal, le rôle de la sage-femme dans les procédures apud iudicem, l'étendue de la patria potestas et la pertinence du genre furent constamment adaptés aux structures des mondes sociaux qui l'habitent. En supposant, avec Bourdieu, que la préférence pour des arrangements sociaux particuliers et la mise en avant de certaines sources d'autorité apparaissent habituellement comme une évidence et comme une situation universellement favorable, on peut dire que l'époque des Antonines a marqué un tournant. Au cours de cette période, les médecins et la discipline médicale se sont imposés comme des figures d'autorité à le tribunal romain. Aucune innovation scientifique ne peut expliquer les heures de la médecine légale à cette époque. À cet égard, la préférence de la médecine sous la forme hellénisée peut sembler contingente. Cependant, cette ascension ne s'est pas faite dans le vide. Elle s'est produite d'une réalité juridique, politique et administrative particulière. Comme les heures de la médecine légale signifiaient également une diminution de facto du pouvoir du pater patriae, il pourrait être utile de tracer ces prouesses judiciaires avant de tirer quelques conclusions sur la cour de la judiciaire romaine et ses relations dialectiques avec d'autres sources de pouvoir. Des forces similaires à celles qui conduirent Marcus Aurelius et Lucius Verus à insister sur l'examen médico-légal affectèrent également la nature de la patria potestas. Bien que le droit d'exposer un enfant soit inaltéré, le fait de se fier à l'examen clinique d'une sage-femme signifiait le déclin d'une source d'autorité et l'ascension d'une autre. L'opposition structurelle entre le bon sens et le professionnalisme et, de fait, entre l'autorité masculine d'un pater familias et le pouvoir féminin d'une sage-femme doit avoir un effet profond sur l'autorité judiciaire du chef de famille. Et le chef de famille qui raisonnait au bien, la position structurelle entre le bon sens et le professionnalisme est de fait entre l'autorité masculine d'un pater familias et le pouvoir féminin d'une sage-femme
dut avoir un effet profond sur l'autorité judiciaire du chef de famille qui raisonnait bien au-delà de la question de l'exposition des enfants. Depuis l'époque des 12 tables, la famille romaine était considérée par l'État comme une unité juridique. Cette perception, qui tarda à changer, attribuait au chef de famille une compétence étendue et le considérait comme la seule personne à part entière connue par le droit. En tant que chef de famille, le pater familias était la seule personne qui pouvait posséder des biens et, selon certaines sources, il jouissait même du pouvoir de la vie et du mort sur tous les membres de son ménage. Ce pouvoir signifiait que, au moins en théorie, le pater familias pouvait condamner à mort chaque membre de sa famille. Et l'exercice de ce pouvoir était définitif. Au début de la République, il n'existe aucune autorité qui aurait pu censurer son application, sans parler du mécanisme d'appel. Bien que l'application effective du droit de pater familias de condamner des membres de son ménage soit rare, elle est considérée comme l'infrastructure légale de l'exposition des enfants. Ce qui concernait les sources et l'étendue des tâches médico-légales qui étaient attribuées aux sages-femmes dans le litige juridique nécessitant une affirmation de la grossesse et une lignée naturelle. La résolution de ces litiges avait des ramifications profondes qui comprenaient les droits de succession, le statut civique et les devoirs de soins des parents. Un rescrit de Marcus Aurelius et Lucius Verus rendait obligatoire la participation de sages-femmes à l'établissement de la grossesse et de la lignée naturelle. Ce rescrit concordait avec l'image qui se dégageait des papyri sur l'implication du médecin public dans la résolution de certaines actions en Égypte romaine. Les recours à des sages-femmes nommées par les tribunaux a démontré leur omniprésence et leur habitus bien définis. Il également fit allusion à ce qu'on pourrait appeler un droit de procédure et de la preuve. De même, le recours aux experts médico-légaux prouve une différenciation explicite entre le rôle de juriste ou juge et celui d'un témoin ou expert médico-légal. Comme les sages-femmes furent également impliquées dans les examens postnataux de nouveau-nés, qui donnèrent lieu à un rapport clinique sur le temps qu'il convient d'élever l'enfant, l'alternative étant l'exposition, l'habitus de la sage-femme fut également considéré comme une violation de facto de la vitae nequisque potestas du pater familias. Merci beaucoup.